êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako, la même heure à Koutchala. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer au micro Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, voici les titres. Diriger, c'est prévoir. Le gouvernement du Mali prend le devant pour éviter toute rupture de carburant dans les régions du Nord. Le ministre en charge du commerce rencontre les acteurs du domaine pour convenir des mesures à prendre. Il n'y avait pas cru jusqu'à ce 15 avril 2025. Beaucoup de Bamakois se sont réveillés avec leur carte SIM hors service. Depuis hier, tous les chemins mènent aux agences commerciales des réseaux de téléphonie mobile, le constat dans cette édition. Le Ghana prend la pelle et la pioche pour exploiter son or artisanal. Le pays veut augmenter ses revenus et réduire la contrebande. Les étrangers évoluant dans le domaine doivent quitter à partir du 1er mai prochain. Cyberattaque, le Maroc dans les top 4 africains des pays les plus ciblés. En 2024, le pays a enregistré plus de 12 millions de tentatives d'attaque via Internet. En sport, les demi-finalistes de la Ligue des champions d'Europe sont désormais connus. Au milieu également, la 11e édition du Tour cycliste international du Mali qui reprend ce jeudi après une journée de repos. Dans les visas de la chronique judiciaire, le patrimoine culturel national protégé par notre système judiciaire, les dispositions existent pour faire face au pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. On en parle dans cette édition en fin de journal. C'est tout pour les titres. Merci, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez vous pour cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette interrogation. La crise entre le Mali et l'Algérie aura-t-elle des répercussions sur l'approvisionnement des régions du Nord en hydrocarbures? Au ministère du Commerce et de l'Industrie, on prend le devant. Le chef du département de tutelle rencontre les acteurs du domaine, Fatou Djabi. L'objectif de cette rencontre, Brahma Traoré, est de convenir avec ces acteurs des mesures à prendre pour approvisionner correctement les régions du Nord et soulager les populations. Ali Djoumatina nous fait le compte-rendu. Après les opérateurs économiques, les transporteurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce, dans sa dynamique de concertation, rencontre cette fois-ci les opérateurs évoluant dans le domaine des hydrocarbures pour faire face à la pénurie d'hydrocarbures constatée dans ces derniers temps dans les régions du nord du Mali et aggravée surtout par la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Le ministre et les acteurs ont convenu à une stratégie de gestion de l'urgence pour approvisionner rapidement les régions du nord du Mali. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons travaillé sur deux schémas. Un schéma très court terme et un schéma à moyen ou long terme. Le schéma très court terme nous a permis de recenser l'ensemble des opérateurs du secteur du pétrole qui interviennent dans les régions nord du Mali. Dans un deuxième temps, nous avons procédé au recensement des besoins pour les 6 mois à venir. Et nous avons procédé à la planification mensuelle de ces besoins pour assurer leur acheminement dans ces régions-là. Bien sûr, il y a des mesures d'accompagnement sur le plan sécuritaire, sur le plan du transport, qui ont été évoquées et pour lesquelles le gouvernement va prendre des dispositions qui s'imposent. D'ores et déjà, la dynamique enclenchée a commencé à porter ses fruits selon le ministre Diallo. Si vous prenez les dernières informations, l'approvisionnement revient à la normalité au niveau de Gao, avec une baisse drastique des prix. Toutes les dispositions seront prises avec nos opérateurs économiques dans le secteur du pétrole et en concertation avec les autorisations du Niger pour que nous puissions actionner ce mécanisme afin d'assurer l'approvisionnement correct des régions du Nord en hydrocarbures, d'alléger les souffrances des populations. Les participants à la rencontre rassurent de s'investir et sollicitent l'accompagnement de l'État, surtout sur le plan sécuritaire. Ibrahim Touré, secrétaire permanent du groupement des Maliens professionnels du pétrole. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème pour approvisionner les régions du Nord. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est le problème de sécurité et de rentabilité. Si nos matériels de transport sont sécurisés, de Bamako jusqu'à Gao, nous pouvons le faire. Arrivé à Gao, il faut que nous soyons sûrs que le produit qu'on va amener à Gao va être dépoté pour que nos citernes ne servent pas de capacité de stockage. Ça, c'est des conditions que nous avons posées. Nous sommes prêts à faire tout le sacrifice pour que les régions du Nord soient approvisionnées. Bouakar Tandia, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il faut les résoudre et c'est les Maliens qui peuvent le résoudre. Nous, on est là pour l'approvisionnement correct du pays
dans tous les produits de besoins de la population. Et le ministre nous a donné l'assurance qu'il va sécuriser le convoi. Le ministre a souligné lors de la rencontre que son département s'attelle déjà à bâtir un schéma opérationnel à moyen et long terme des stratégies nationales d'approvisionnement. Eh bien, en attendant l'approvisionnement en hydrocarbures de cette partie du Mali, le département en charge de la santé améliore les différents dispositifs mis en place pour une meilleure responsabilisation des communautés dans la gestion des affaires locales à Brahma Traoré. Oui, il organise depuis hier un atelier national sur la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen. Une session de 2 jours dont la finalité est de mettre les communautés au cœur de la bonne gouvernance. Barakissa Ouattara y était présent pour Mali Actualité. Après 5 années d'activité, le PDRIAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19, tire le bilan de la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen. Ainsi, les gouverneurs, préfets, maires, ONG partenaires et directeurs régionaux du développement social et de l'économie solidaire passent en revue les activités sociales réalisées dans les 2 communes partenaires du PDRIAS. Sekou Diakité, coordinateur du PDRIAS. Du recrutement des ONG à l'opérationnalisation des activités sur le terrain, beaucoup de défis ont jalonné notre parcours. Des difficultés en lien souvent avec l'insécurité dans les zones d'intervention des ONG ont été pratiquement le lot des agents de terrain. Grâce à la résilience, le professionnalisme et le sens de la responsabilité des ONG, tous les écueils ont été surmontés. La session, qui s'étend sur 2 jours, permettra d'améliorer le dispositif de mobilisation sociale, d'engagement et de contrôle citoyen mis en place. Le but, contribuer à impliquer davantage les communautés dans la gestion des affaires locales. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Les résultats de 2022 à 2025 sont le fruit de la synergie de nos services techniques, l'ICP, PDRIAS et les ONG locales, d'installer 258 comités de développement de quartier, 499 comités de développement des villages, 258 comités de développement des fractions dans des communes, villages et fractions à géométrie variable. Au terme des travaux, les documents minutieusement analysés par les participants devront servir de boussole pour tous les acteurs de la bonne gouvernance, gage de paix et de cohésion dans les communautés. Oui, les communautés de Koutiala se sont fortement mobilisées pour éteindre l'incendie survenu dans l'usine de la CMDT le 14 avril dernier. En reconnaissance aux efforts de ces communautés, les PDG de la compagnie étaient dans la capitale de l'Or Blanc pour saluer leur promptitude et actes patriotiques. Et c'est plus de 4770 balles de coton qui ont été détruites par les flammes. Pas de raison de s'alarmer selon le premier responsable de la CMDT puisque les dégâts ne représentent que moins d'1% de la production. Sur les pas de Mamadou Moustapha Diarra, notre reporter sur place, Brahima Koulé. Le PDG de la CMDT est venu constater les dégâts causés par l'incendie du lundi 14 avril 2025. La perte estimée à 4770 balles de coton attriste le visiteur. Cependant, il estime qu'au regard de ce qui a pu être sauvé, l'espoir est permis pour que la CMDT puisse tenir bon. Mamadou Moustapha Diarra, PDG de la CMDT. La CMDT tient assez bon. Nous avons des fondamentaux solides en termes de réorganisation, de structuration, mais aussi d'engagement des agents de la CMDT et aussi d'engagement de la population pour la réussite de la CMDT. Ce qui a été touché par la foudre ici et l'incendie qui a suivi n'atteint pas les 1% de notre production. Ce qui est réconfortant, c'est que la CMDT avait pris toutes les dispositions pour prévenir ce cas de figure, du point de vue assurance, du point de vue sécurité incendie, de dispositifs de et de gestion d'incendie. Ce dispositif a été mis en branle une fois que l'incendie a été déclenché. Après la visite sur le site de l'incendie, Mamadou Moustapha Diarra est allé dire merci aux Koutialais réunis pour la relecture de la charte des partis politiques. Il a effectué le même exercice à l'endroit de la protection civile, la police, les autorités coutumières et religieuses de Koutiala. Mamadou Moustapha Diarra. Tout Koutiala était là, la famille du chef de canton et les représentants étaient sur place, le gouverneur était sur place. L'ensemble des acteurs majeurs de Koutiala, la jeunesse, nous ont aidés au risque des dangers qu'ils pouvaient supporter.
pour pouvoir se construire. Ça veut dire que le Mali nous soutient. Le Mali soutient la CMDT et la CMDT contribue pour le développement du Mali. Cette visite du PDG de la CMDT réconforte et encourage les gens déployés sur le site de l'incendie et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à maîtriser le feu. Kouchala, Brahima Kone, Amadou Doulo et Assitan Berté pour l'ORTM. Sur la scène internationale, le ministre nigérian des Affaires étrangères était hier à Niamey, dans la capitale nigérienne. Le chef de la diplomatie nigériane, Youssouf Maïtama Tougar, s'est réuni à huis clos avec son homologue nigérien Bakary Yahou Sangaré. Niamey et Abuja entendent réchauffer les relations bilatérales après une période de froid due au changement de régime intervenu au Niger en juillet 2023. Les deux diplomates ont évoqué de la redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération de la construction de l'autoroute transsaharienne et du gazoduc transsaharien ainsi que des questions énergétiques. Puis le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo était hier à Kinshasa. Un premier déplacement depuis sa désignation le 11 avril dernier dans la capitale congolaise. Fort Gnassingbé a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Rien n'a filtré de leur rencontre avant. Le chef de l'État togolais s'était rendu dans la matinée à Luanda pour y échanger avec son prédécesseur, le président angolais João Lourenço. Là encore, l'entretien entre les deux dirigeants s'est achevé sans aucune prise de parole. Au Ghana, les étrangers devront quitter le marché de l'or artisanal à partir du 1er mai prochain. Le pays veut augmenter ses revenus liés à l'or et réduire la contrebande. Cette décision d'exclure les sociétés étrangères du marché est la suite d'une politique de reprise en main du secteur initiée par le président John Dramani Mahama. À partir du 1er mai, c'est le Goldbot, une organisation publique qui est la seule à autoriser à acheter, vendre et exporter cet or artisanal. En 2023, 24 tonnes d'or produites dans les mines artisanales du pays ont été déclarées. Et au Soudan, 2 ans après le début de la guerre civile, le chef des forces de soutien rapide annonce la création d'un gouvernement parallèle dans les régions contrôlées par son groupe, notamment au Darfour occidental. Le général Mohamed Hamdan Dagalo affirme également qu'un conseil présidentiel de 15 membres représentant toutes les régions du Soudan allait être formé. Une déclaration qui risque d'aggraver encore un conflit déjà marqué par des dizaines de milliers de morts et une crise humanitaire majeure. La communauté internationale condamne fermement l'initiative des forces de soutien rapide. Déjà en mars dernier, les États-Unis avaient souligné qu'un gouvernement parallèle ne contribue pas à la paix et risque d'aggraver l'instabilité et la partition de facto du pays. Cyberattaque, le Maroc dans le top 4 africain des pays les plus ciblés. Rien qu'en 2024, 12,6 millions de tentatives d'attaque via Internet ont été recensées sur le territoire marocain. Le Kenya, quant à lui, a été la cible d'environ 20 millions de tentatives, suivi de l'Afrique du Sud avec près de 17 millions. Ces chiffres illustrent l'ampleur des risques auxquels sont confrontés les systèmes informatiques nationaux dans un contexte de transformation numérique rapide. D'après les données, l'année 2024 a été marquée par plus de 131 millions de menaces électroniques détectées à travers l'Afrique. Pendant ce temps, en Angola, le parti d'opposition UNITA annonce un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois. La trêve qui court jusqu'au 14 juillet à 23h a pour objectif de créer les conditions d'un dialogue avec le gouvernement angolais concernant l'avenir de la région de Kambida entre le Congo et la République démocratique du Congo. Le parti d'opposition UNITA défend l'instauration d'un processus inclusif et pacifique destiné à offrir une autonomie politique et administrative élargie au Kambida pour y consolider la paix. De son côté, le MPLA, le parti au pouvoir, a d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à cette offre qui n'a aucun sens selon lui. À l'en croire, il n'y a pas de conflit armé au Kambida. Plus rien ne va entre la France et l'Algérie. Paris, à son tour, expulse 12 agents consulaires algériens et rappelle son ambassadeur en représailles à une mesure similaire prise par Alger en début de semaine. Les autorités algériennes disent prendre acte de la décision de la France. Nous n'avons pas encore tous les contours précis des personnes qui sont concernées par cette nouvelle décision que nous regrettons, déclare le secrétaire d'État algérien auprès du ministère des Affaires étrangères, Soufiane Chaïb.
Le Fonds monétaire international et les agences des Nations Unies lancent un appel commun depuis New York, celui de changer les regards sur les migrations. Avec des politiques bien conçues, les réfugiés et les migrants ne sont pas un fardeau pour les pays d'accueil, mais un atout économique, plaide-t-il. Un message lancé à l'occasion de la présentation du 3e chapitre des perspectives de l'économie mondiale 2025. Le document s'intéresse aux effets des politiques migratoires sur les flux de population et les économies. Mais derrière les débats économiques, la réalité humaine reste bouleversante selon le FMI et les agences de l'ONU. Le HCR estime par exemple que 122,6 millions de personnes sont actuellement déplacées de force dans le monde, un chiffre qui pourrait dépasser les 125 millions d'ici au mois de juin 2025. Le volume des échanges de marchandises dans le monde pourrait diminuer de 0,2%, voire d'1,5% cette année si le président américain Donald Trump applique ses droits de douane les plus élevés à la plupart des pays. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation mondiale du commerce. Selon le rapport de l'OMC, cette baisse des échanges commerciaux sera particulièrement marquée en Amérique du Nord, même en l'absence des droits de douane les plus élevés. De son côté, le Forum mondial du commerce s'attend à la chute des exportations de 12,6% et des importations de 9,6% cette année. Et pendant ce temps, la Maison-Blanche accueille ce jeudi la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La dirigeante italienne doit tenter de débloquer le dialogue sur les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour l'Italie, une guerre commerciale avec Washington serait une catastrophe car l'économie de la péninsule est fortement dépendante de ses exportations, notamment de vin. Au total, l'Italie exporte pour plus de 67 milliards d'euros vers les États-Unis avec un excédent commercial de 42 milliards d'euros. Nous restons aux États-Unis où le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, attaque en justice l'administration Trump pour ses droits de douane. Le leader démocrate estime que ces taxes imposées par les présidents américains sont illégales et qu'elles vont coûter des dizaines de milliards de dollars à la Californie. Selon lui, aucun État n'a plus à perdre que la Californie. C'est pour cela, conclut-il, que nous positionnons au nom de 40 millions d'Américains. Et enfin, Brahma Traoré, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, est à Paris depuis ce matin. Il est accompagné de l'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, pour parler principalement de la situation en Ukraine et des négociations en cours pour tenter d'arrêter le conflit. Le diplomate américain doit rencontrer le président français Emmanuel Macron. Cette visite intervient alors que les relations sont tendues entre les États-Unis et l'Europe, notamment en raison de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Retour ici à Bamako pour parler de l'entrée en vigueur d'une mesure qui a surpris plus d'un hier, pourtant qui était prévisible, celle de la suspension des cartes SIM non identifiées. Depuis hier donc, tous les chemins mènent aux agences commerciales des réseaux de téléphonie mobile. Et oui, de longues files d'attente qui ont eu raison des activités quotidiennes de beaucoup de Bamakois. Notre reporter Tchemoko Konaté a fait un tour en ville. Voici ce qu'il nous rapporte. Bintou Traoré fait partie des clients d'un réseau de téléphonie mobile La Place. Depuis ce mercredi matin, il lui est impossible d'effectuer un appel téléphonique via son numéro pour la simple raison que sa carte SIM a été expressément bloquée. Comme notre interlocutrice, ils sont nombreux les concitoyens disposant de téléphones portables à connaître le même sort à la surprise générale. Un état de fait à l'origine des attroupements monstres devant les agences commerciales des réseaux de téléphonie. De longues files d'attente sous un soleil ardent, suscitant parfois la colère de certains. Ibrahim Diaguité, client. Et quand j'ai dit je vais appeler quelqu'un, je vois que ça ne passe pas. Et j'ai posé la question à nos amis et ils ont dit qu'ils ont coupé. Khadija Bouakar Diallo, cliente. Je suis venue depuis 8 heures. Cette puce-là même, ça ne m'appartient pas, ça appartient à ma maman. Je suis venue parce que elle ne pourra pas venir supporter toutes ces choses-là, surtout avec le degré de soleil. Pourtant, selon les responsables de téléphonie mobile, cette suspension des cartes SIM non identifiées fait suite à une campagne de sensibilisation sur la question à l'endroit des abonnés. Soumoura Djonguna Keita, chef d'agence à Move Africa Malitel. Il faut reconnaître que les clients devaient venir il y a longtemps. Vous voyez, il y a de la masse, donc c'est pas facile de prendre tout le monde en même temps. Ils seront obligés de faire le rang. Comme vous le savez, les gens n'aiment pas faire le rang.
Comment Mariam Diaguité, responsable des relations clientèle à Télécel. Les clients sont bien accueillis à l'agence, donc ils doivent se munir d'un document d'identité comportant un numéro NINA. Ça peut être le passeport, la carte biométrique, la carte d'électeur, même la carte AMO. Ils procèdent à leur régularisation et au rétablissement de la ligne. Il s'agit là de la deuxième étape d'un processus enclenché depuis une décennie, une exigence du gouvernement visant à renforcer les mesures sécuritaires en matière de télécommunications. À défaut de pouvoir se rendre dans une agence, des solutions digitales sont développées et mises à la disposition de la clientèle. Comment Mariam Diaguité, responsable des relations clientèle à Télécel. Les clients peuvent appeler le call center. On a nos agences partenaires master. On a nos points hub, c'est-à-dire nos distributeurs aussi qui le font. On a également le WhatsApp à partir duquel ils peuvent envoyer leurs documents d'identité pour régularisation. Ils peuvent également utiliser un lien qu'on a développé. Le client lui-même peut procéder à la régularisation de son numéro. Et dans les heures qui suivent, sa ligne est rétablie. Tchedosso, chef de projet identification d'Orange Mali. Nous avons redimensionné nos agences et nos équipes afin de prendre en charge au mieux leurs demandes. Ils disposent également d'outils digitaux, dont Maxit, pour pouvoir se faire identifier ou re-identifier par un tiers lorsqu'ils sont suspendus. Les clients disposent d'un délai de grâce d'1 mois pour se faire identifier. C'est-à-dire qu'à partir du 15 mai prochain, l'extinction des cartes SIM non identifiées sera définitive et les clients seront contraints de s'approprier de nouvelles cartes SIM. 13h passées de 20 minutes football, les demi-finalistes de la Ligue des champions d'Europe sont désormais connus sur le continent. Les matchs allés des demi-finales de la Ligue africaine des champions sont prévus pour ce samedi. Oui, après la journée de repos, la 11e édition du Tour cycliste international du Mali reprend ce jeudi à la faveur de la 4e étape. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Cyclisme, 11e édition du Tour cycliste international du Mali. Après la journée de repos, la compétition reprend ses droits à la faveur de la 4e étape. Et cette 4e étape sera courue entre Bamako et Fana sur une distance de 120 km. Football à présent sur le continent, les demi-finales de la Ligue africaine des champions, match aller. Les rencontres sont prévues pour samedi. 2 affiches 100% sud-africaines et égyptiennes. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sera face à Al FC d'Égypte. Et Orlando Pirates d'Afrique du Sud sera opposé aux Pyramides FC d'Égypte. Sur le continent toujours, la finale de la CAN des moins de 17 ans opposera le Mali et le pays hôte, le Maroc. Ce sera samedi à partir de 19h. La petite finale mettra aux prises le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Europe, les demi-finalistes de la Ligue des Champions sont connus. En plus du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Arsenal et Inter Milan se sont qualifiés. Ces deux derniers se sont qualifiés à l'issue des matchs retour des quarts de finale. L'Inter Milan passe grâce au nul de 2 buts partout. À l'aller chez Bayern, les Italiens de l'Inter Milan avaient gagné par 2 buts à 1. Et le Real Madrid a été écarté par Arsenal, qui gagne par 2 buts à 1 également. À l'aller à Londres, Arsenal avait remporté par 3 buts à 0. En demi-finale, le FC Barcelone sera face à l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain sera opposé à Arsenal. Les demi-finales allées sont prévues pour le 6 mai prochain. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la technique de prise en lutte traditionnelle. Une technique unique en son genre et qui définit la pratique de ce sport de combat dont l'objectif est de faire tomber son adversaire. Isaac Thienou nous en parle dans la leçon du sport de ce jeudi. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et qui définissent sa pratique dont l'objectif est de faire tomber l'adversaire ou de le vaincre au point. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la technique de lutte, une technique qui définit la principale règle de lutte. Le président de la commission des arbitres de la Fédération de lutte au Mali, Demba Dassoko, nous précise. La technique est exclusivement debout. Le lutteur doit être debout. Autrement dit, toute action entreprise après la chute ferme au sol est proscrite. Il n'est pas permis d'attaquer dans certaines conditions, comme avec l'appui d'une main au sol. La valeur de l'action se détermine toujours par rapport à la position du lutteur attaqué. L'attaque à partir de 2 genoux à terre est interdite. L'appui d'une main au sol pendant l'attaque ou la contre-attaque
est autorisée. La technique appelle l'utilisation directe et active des bras sur tout le corps de l'adversaire. D'autres pratiques sont également interdites dans la phase défensive. La participation directe et active des jambes dans les actions défensives et offensives, dans tous les cas, la prise du cou en collier, étranglement et la saisie de ceinture, tissu ou culotte sont formellement interdits. Si le lutteur attaqué a au moins un genou à terre, sa position est jugée en tant que position par terre. La position du lutteur attaquant n'est pas importante quand il s'agit d'évaluer une prise. Chronique judiciaire. Saviez-vous que le patrimoine culturel national est protégé par le système judiciaire malien? Eh bien, l'État a pris des dispositions pour faire face au pillage systématique des sites archéologiques et au trafic illicite des biens culturels. Et notre chroniqueur tente de nous expliquer le lien entre système judiciaire et culture. Les précisions de Gadibou Pérou. Face au trafic illicite des biens culturels, au pillage des sites archéologiques, à la disparition des pas de danse et chants ancestraux, à la destruction des architectures, notre système judiciaire y riposte. Qu'il soit matériel ou immatériel, le patrimoine culturel constitue pour les textes nationaux l'héritage précieux légué par les générations passées. Mohamed Mauloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et des Sceaux. Il y a une convention internationale à laquelle le Mali est parti, c'est la convention de la Haye qui détermine les conditions de protection du patrimoine, y compris en cas de conflit armé. Au niveau national, la loi numéro 2022-034 du 28 juillet 2022 fixe le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national. Ces deux textes ont été exploités pour être intégrés au Code pénal du 13 décembre 2024. En son titre 2 du livre 5 consacre 20 articles aux atteintes au patrimoine culturel, dont 13 aux infractions et à leur répression. Et cette répression peut aller d'une amende de 5 millions avec possibilité de confiscation du corps du délit à une peine d'emprisonnement de 20 ans de réclusion. 20 ans de prison et d'une amende de 5 millions de francs CFA si les biens objets de l'attaque sont sous protection internationale. C'est pour dire combien le patrimoine culturel est important au regard du système judiciaire. Nous avons tous le devoir de connaître le patrimoine culturel, de protéger le patrimoine culturel et de dénoncer ceux qui portent atteinte au patrimoine culturel. C'est un devoir citoyen. Il est d'autant devenu un devoir citoyen qu'il l'était déjà en temps normal et il est devenu davantage avec la promulgation par le chef de l'État, la première autorité du pays, de l'année 2025 comme année de la culture. Inscrit à l'inventaire ou classé, le patrimoine culturel traduit la preuve de notre passé. C'est la raison pour laquelle le Code pénal a pris soin d'intégrer les mesures consécutives pour assurer sa protection contre les délinquants. Il nous est revenu à l'occasion d'une émission de l'ORTM justement que, par exemple, le site de Gao Sanei est à l'état d'abandon et il fait l'objet de fouilles par des trafiquants de tout genre. Parce que ces trafiquants, justement, savent qu'il y a des objets archéologiques, culturels, d'une grande importance et sur lesquels ils peuvent mettre la main à travers leurs fouilles clandestines et qu'ils peuvent vendre sur le marché noir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La connaissance, qu'elle soit scientifique, philosophique ou empirique, repose nécessairement sur un cadre linguistique. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, les langues nationales ont été érigées en langue de travail. Témoignage vivant de notre histoire, de nos traditions et de notre identité, le patrimoine culturel représente bien plus qu'un simple souvenir du passé. C'est une mine d'or pour les générations présentes et futures. En les protégeant, nous transmettons non seulement un savoir, mais aussi les clés pour mieux comprendre le monde et par la suite bâtir un avenir ancré dans la diversité et le respect de nos valeurs culturelles.
Voilà, vous savez désormais tout sur la protection du patrimoine culturel et c'était ce qu'il fallait retenir de cette édition mise en onde par Bintou Traoré. Cheikh Abdoulaziz Koulibaly assure la mise en onde. Ousmane Daou nous a aidé à la réalisation. Au micro, nous sommes Brahma Traoré et Fatou Djabi. Merci à vous de nous avoir suivis. Astan Tangara s'installe juste après nous pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.